Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Xavier Renoux. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes venus à votre rencontre pour que vous nous parliez de votre parcours et puis nous avons également quelques questions bien précises à vous poser sur certains événements, certains épisodes. Donc avant de parler du mouvement des obéissants, on va revenir un petit peu sur votre passé et notamment sur votre parcours politique. Puisque vous avez été, si je ne m'abuse, proche du Parti communiste français. Non, pas du tout. Donc on lit en effet beaucoup de bêtises dans la presse et sur Internet, sur plein de choses, y compris sur moi. Je n'ai jamais été proche du Parti communiste. En revanche, je viens bien du marxisme. C'est par la découverte du marxisme que je commence mon engagement politique très jeune, à 12 ans et demi, 13 ans. Je suis donc au collège. Je commence à me politiser. Je lance même un journal politique d'expression, d'abord tout seul, puis assez rapidement avec une douzaine de camarades collégiens, donc avec toute la naïveté évidemment qu'on peut avoir à cet âge. Je suis révolutionnaire, déjà c'est le capitalisme qui me révulse et que je souhaite combattre. Et puis l'une de ces métastases qui me semble alors la plus inquiétante, qui est la montée de l'extrême droite, le fascisme. On est là au milieu des années 80, c'est le début de la montée du Front National. 86, le Front National a ses premiers députés. Et j'ai très peur et du coup je m'engage dans une logique antifasciste radicale, c'est-à-dire dans une logique de combat contre l'expression politique du fascisme, mais aussi contre les raisons fondamentales qui nourrissent racisme et fascisme, qui sont à mes yeux le capitalisme. Donc je ne suis jamais proche du PC parce que je suis directement révolutionnaire et que je suis en désaccord avec la logique d'accompagnement du capitalisme qui est celle du Parti communiste. D'accord, vous avez été proche des idées un petit peu anarchistes éventuellement ? Alors oui, mon marxisme assez rapidement devient anti-autoritaire quand je découvre l'histoire de l'Union soviétique, la dérive léniniste, stalinienne, les camps de concentration pour les opposants, le massacre des trotskistes, des anarchistes, de tout ce qui conteste une logique autoritaire. Et donc effectivement, ce qui devient vraiment mon socle politique, c'est ce qu'on appelle le courant communiste libertaire, c'est-à-dire un mélange d'analyse marxiste du capitalisme et de mode de gouvernement, d'anti-gouvernement qui est profondément libertaire. Je suis pour une logique horizontale, un fonctionnement au consensus, le refus des avant-gardes, le refus de la prise de pouvoir par la violence, du bolchevisme, enfin de toutes ces dérives, à mes yeux, du mouvement ouvrier. D'accord, donc si je ne m'abuse, vous m'arrêtez si mes sources sont mauvaises, vous avez été proche du groupe libertaire Antifa Scalp Reflex. Oui. Et en fait, vous avez écrit un livre, parce que vous avez fait des recherches sur le GUD, le mouvement étudiant radical d'extrême droite, vous avez écrit un livre dessus, si je me trompe. Oui, alors en effet, puisque le fascisme me semble la menace la plus urgente au milieu des années 80, je rejoins assez naturellement la mouvance antifasciste radicale qui se trouve être libertaire et concentrée dans ce qu'on appelle le réseau No Pasaran formé par les scalps. À ce moment-là, je ne suis pas encore non violent, donc je n'ai pas de problème avec la violence somme toute modérée du scalp. Et en effet, je publie aux éditions Réflexe, qui sont celles de cette mouvance-là, mon mémoire de DEA consacré de DEA, donc c'est aujourd'hui le Master 2 de sciences politiques, mémoire de DEA consacré au GUD. Le GUD, autopsie d'un moribond. Voilà, aux éditions Réflexe, qui est donc le GUD, un mouvement d'extrême droite, le successeur d'Occident. C'est en gros la mouvance néo-nazie de quartiers riches. C'est par opposition aux skinheads, qui sont les néo-nazis de quartiers pauvres, de prolétaires. Très bien. Alors on va faire un petit saut dans le temps. Il me semble que vous êtes passé également en Afrique du Sud. Vous avez passé 1 an là-bas. Est-ce que vous pouvez raconter votre expérience, notamment auprès de l'ANC ?
Oh là. Alors, je passe 2 ans en fait en Afrique du Sud au moment du service militaire, puisque je suis dans les dernières générations à avoir l'obligation de faire le service militaire et que j'ai pas du tout envie d'aller à l'armée. J'aurais pu opter pour l'insoumission ou le service civil. J'ai eu la chance de pouvoir profiter d'un dispositif assez élitiste malheureusement, qui était celui de la coopération, et en plus à bénéficier, je me suis un petit peu débattu pour en profiter, d'une coopération qui n'était pas honteuse, puisque j'ai été envoyé dans une fac noire, historiquement noire, en Afrique du Sud, où des gens qui étaient des cadres de l'ANC reprenaient des études à la faveur de la fin de l'apartheid. Des gens qui donc avaient dû fuir leur pays à cause de l'apartheid, avaient donc été privés d'études supérieures, s'étaient engagés dans la lutte armée ou dans la lutte politique en faveur de la libération des populations d'Afrique du Sud, et donc j'ai pu les côtoyer. J'ai pas du tout travaillé avec l'ANC, j'étais coopérant donc de la France, du ministère des Affaires étrangères, payé à donner des cours de sciences politiques et d'économie politique et faire de la recherche auprès des enseignants noirs, des étudiants noirs, y compris étudiants assez âgés puisque cadres de l'ANC. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un travail politique. Non, c'était un travail assez classique mais passionnant et qui m'a fait découvrir l'histoire de ce pays, l'histoire merveilleuse et tragique de ce pays. Et puis j'ai, dans le cadre de la recherche universitaire que l'on me demandait de faire, j'ai orienté mes recherches sur la France-Afrique et j'ai introduit les travaux de François-Xavier Verschave et d'autres bien connus, qui commençaient à être connus en France, dans le monde anglo-saxon, parce qu'en Afrique du Sud, on ne connaissait pas la France-Afrique, on savait les dégâts de l'Amérique, des États-Unis en Afrique, mais assez peu ceux de la France. Donc voilà, c'était intéressant, mais ce n'était pas un travail politique avec l'ANC, non. D'accord, très bien. Donc vous avez quand même fait donc Sciences Po, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez, en 2005, là encore un nouveau saut dans le temps. Vous êtes passé chez Greenpeace. Est-ce que vous pourriez raconter également cette expérience ? Alors pour être juste, là aussi, je ne suis pas docteur en sciences politiques comme ça a été écrit. J'ai effectivement fait une thèse, mais je ne l'ai pas soutenue. Donc j'ai écrit 1000 pages sur le GUD, mais pour des raisons propres à l'état de l'enseignement supérieur aujourd'hui et le peu de suivi de certains professeurs, j'ai dû abandonner ma thèse. Pour ce qui est de Greenpeace, alors je rentre d'Afrique du Sud en 2000. Je travaille dans différents trucs pendant plusieurs années et je publie un jeu de société politique et satirique qui s'appelle Des thunes et des urnes. Je fais différentes choses. Je publie un bouquin sur les sociétés militaires privées et les nouvelles formes de mercenariat, et je réponds à une annonce de recherche d'emploi de Greenpeace pour être chargé de campagne désarmement nucléaire. Ça, c'est en 2005 que je rejoins cette organisation et j'y reste salarié 18 mois puisqu'il s'agit d'un contrat de 18 mois, un CDD long, et que malheureusement à l'issue de ces 18 mois, la campagne dont j'ai la charge, campagne internationale, s'arrête au niveau international et donc je perds mon boulot à Greenpeace. D'accord, donc on va revenir sur le livre que vous avez évoqué, la privatisation de la violence, mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché, donc sorti chez Agone en 2006. Voilà, est-ce que des gens avaient écrit sur ce sujet avant vous Alors, j'ai découvert ce sujet important qui était la transformation du mercenariat classique de type Bob Denard, les chiens de guerre, le militant d'extrême droite qui part la fleur au fusil et qui se retrouve engagé par les services secrets des grandes puissances pour faire le sale boulot en Afrique, du passage de cette situation-là de mercenariat à sa forme corporate, c'est-à-dire entrepreneuriale, impulsée très largement par les États-Unis. Je la découvre vraiment, cette évolution, en Afrique du Sud, où je suis effrayé par la rencontre avec un jeune chercheur américain qui travaille précisément sur le sujet et qui lui est favorable à cette évolution, favorable à la privatisation de la guerre, parce qu'il est néolibéral et qu'il considère que le marché peut résoudre certains problèmes relatifs à la guerre en Afrique, en disant, vous voyez, les grandes puissances ne veulent plus intervenir en Afrique. Ça, c'est déjà faux, parce que les opinions publiques occidentales ne veulent plus que les soldats meurent, que leurs enfants, entre guillemets, meurent pour l'Afrique. Or, l'Afrique a besoin qu'on rétablisse la paix, première étape vers le développement, et donc envoyons des mercenaires sous une forme contrôlée
qui est celle de l'entreprise. L'entreprise est forcément soumise à davantage de contrôle parce que son donneur d'ordre, son client, s'il est l'ONU ou s'il est une grande puissance dite démocratique, va exiger de celle-ci le respect des droits de l'homme. Donc l'entreprise va être obligée de respecter les droits de l'homme pour garder le contrat. Et puis le mercenaire, comme il a un contrat, il va faire son contrat et à la fin de son contrat, il va foutre le camp. Donc on ne va pas avoir les dérives des mercenaires à l'ancienne. C'est très faux, mais ça sonne juste. Et je suis donc effrayé par cet argumentaire et je décide de m'intéresser à la question, de produire un argumentaire opposé à cette privatisation. C'est un travail qui commence en Afrique du Sud, qui fait l'objet de publications en anglais là-bas et que je décide de poursuivre quand je rentre en France en me disant la France va être touchée par cette évolution, ça va venir, ça n'existait pas encore en France. Et donc je vais voir François-Xavier Verschave de l'association Survie, que je connaissais. Je leur propose un travail et eux me disent Banco, on va te faire publier par Agone, qui est notre éditeur privilégié. Et François-Xavier Verschave va superviser mon travail de recherche qui va faire 500 pages sur les multiples formes de la privatisation de la guerre et de la violence. Et effectivement, c'est le premier travail critique sur le sujet en français. Très bien. Donc avant de laisser le micro à mes collègues qui vous poseront des questions plus d'actualité, enfin sur votre travail en tout cas plus actuel, j'aimerais revenir sur quelques critiques. J'ai eu pas mal d'éloges également, notamment de Jeudi Noir à votre rencontre, mais également certaines critiques. Donc est-ce que par exemple des actions comme celle à l'encontre d'Hubert Védrine ou celle où vous êtes déguisé en prisonnier de camp de concentration, est-ce que vous reconnaissez qu'elles ont pu être mal interprétées, est-ce que vous les regrettez un petit quelque part, voilà. Alors, l'action contre Hubert Védrine était le fait d'un collectif auquel les désobéissants ont prêté main forte, collectif qui s'appelait Génocide Made in France et qui visait à dénoncer l'impunité dont bénéficiaient et bénéficient encore des responsables politiques français de droite et de gauche et des militaires français quant à leurs actions de soutien à l'organisation puis à la réalisation du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Hubert Védrine est l'une de ces personnes que nous avons visées par une action spectaculaire consistant à lui déverser sur le haut du crâne un liquide rouge sang, qui n'était pas du sang mais peu importe, qui était une imitation de sang devant des caméras de télé. L'espoir que nous avions étant que cette action fortement médiatique, étant diffusée en prime time, nous permette d'abord de dénoncer publiquement la complicité de génocide de ce monsieur et du coup l'oblige, puisque cette accusation était proférée de manière publique, l'oblige à nous poursuivre en diffamation et que de la sorte nous ayons un procès qui permette le grand déballage sur le rôle de ce monsieur et de sa clique de droite et de gauche sur le soutien au génocide des Tutsis du Rwanda. Malheureusement, là où nous avions été naïfs, c'est que Hubert Védrine a pu téléphoner au patron de M6, qui était la chaîne télé qui avait accepté de filmer l'action, pour censurer le reportage. Du coup, peu de gens ont entendu parler de cette action, 100 000 personnes sur Internet, mais c'est loin des 3-4 millions que nous espérions du fait du prime time qui nous avait été promis. Et du coup, l'action n'a pas eu l'impact que nous recherchions. On a quand même ça a fait des vagues, ça a été intéressant, mais ça a été aussi, en effet, contesté sur le mode d'action choisi, quant au fait de savoir si verser un liquide rouge sur une personne était violent ou non violent. Et en effet, il y a discussion, et en effet, moi-même, je suis plus aussi sûr que je l'étais auparavant de savoir si c'était la bonne méthode. Je ne la considère évidemment pas fondamentalement comme violente parce qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de souffrance occasionnée sur la personne de Hubert Védrine et ce n'était pas notre intention. Mais il y a une dimension d'humiliation publique et même si ce monsieur est à nos yeux complice de génocide, ce qui est quand même le crime le plus imprescriptible et le plus grave qui soit, et donc on peut difficilement faire une action gentillette à l'encontre d'un criminel contre l'humanité, peut-être que ce moyen n'était pas le bon. En tout cas, une partie des gens nous l'ont contesté. Donc, il y a matière à réflexion. Sur l'autre question, l'autre action que vous citez, qui était au sommet européen de l'immigration,
où tous les ministres de l'immigration européens se réunissaient dans la bonne ville de Vichy, à l'invitation de celui qui était à l'époque le ministre de l'identité nationale de Sarkozy, et dont d'ailleurs j'oublie le nom, rappelez-le-moi, Brice Hortefeux, voilà. C'était un énorme clin d'œil extrêmement cynique de ce monsieur qui avait décidé d'organiser ce sommet de l'immigration précisément dans la ville qui avait accueilli Vichy, qui avait accueilli le régime de Vichy, le régime infâme de Vichy. Donc c'était le moment où il fallait, je pense, et j'en suis toujours convaincu, utiliser la référence à l'histoire. Non pas pour dire que ce que subissent les immigrants en Europe est comparable à ce que subissaient les juifs et les homosexuels et les communistes et un certain nombre d'autres. Et les tziganes, etc., promis à l'extermination. Non, il ne s'agissait pas de dire ça, mais il s'agissait de rappeler qu'avant de faire monter dans des trains vers la mort les juifs, les tziganes, les homos, etc., etc., on a commencé par discriminer ces populations. On a commencé par faire mine de considérer ces populations comme des menaces contre l'emploi, comme des menaces pour au niveau de la délinquance, etc. Les premiers camps de concentration n'ont pas d'extermination ont été ouverts pour accueillir des républicains. Le premier fichage des Juifs n'a pas été le fait de Vichy, mais du gouvernement républicain qui l'a précédé. On a commencé à interdire des professions aux étrangers, aux Juifs étrangers, puis aux Juifs français. On a commencé à revenir sur la naturalisation d'étrangers qui étaient pourtant devenus français. Tout ça, c'était sous la République. De sorte que quand Pétain prend le pouvoir, tout est prêt pour l'extermination et la collaboration avec les nazis. Donc on tenait vraiment à rappeler que l'extermination c'est d'abord un processus et que ce processus, à nos yeux, il a commencé avec les politiques xénophobes en place en Europe et donc on ne devait pas laisser passer ça et donc se déguiser en déportés d'hier mais arborant l'étoile rouge, l'étoile de David, avec, jaune ou rouge, peu importe, mais l'étoile de David, avec écrit non pas juif, mais sans papier, qui sont les boucs émissaires d'aujourd'hui, aller vers les policiers français avec des cheveux qu'on avait collectés chez les coiffeurs, pour dire nous avons compris où vous vouliez nous emmener avec ces politiques xénophobes, et on vient vous aider à aller plus vite. L'objectif étant qu'on se fasse sauter dessus et arrêter par des policiers d'aujourd'hui, et qu'on ait ces images très fortes de policiers d'aujourd'hui avec arrêtant des déportés d'hier, eh bien ça me semblait pertinent, ça me semble toujours pertinent. Les images, elles ont circulé insuffisamment à mes yeux, elles ont été publiées, elles ont été diffusées par France 3, par Tadei, etc. Mais ça a été insuffisant parce qu'il y a d'autres actions, notamment des violences avec la police et des voitures brûlées qui ont un peu écrasé notre action. Si les voitures n'avaient pas brûlé, nos actions qui avaient été filmées vraiment par toute la presse auraient été diffusées très largement et on aurait eu le débat qu'on n'a toujours pas eu sur la légitimité ou le caractère vraisemblablement odieux, en tout cas à nos yeux, de ces politiques xénophobes. Alors, je vous propose de revenir plus en détail sur les engagements qui ont mené à ces actions que vous venez d'évoquer. Donc la première question, ce sera quelle est votre définition de l'altermondialisme ? Parce qu'en ce moment, il est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce thème. Alors, altermondialisme, c'est vouloir un autre monde, un autre mondialisme, c'est-à-dire un autre système de relations entre les peuples, par opposition peut-être aux pays. L'altermondialisme est donc fondamentalement, à mes yeux, anticapitaliste, puisqu'aujourd'hui le système qui gère le monde c'est le capitalisme, le modèle économique c'est le capitalisme, antinational, il s'agit pour nous de supprimer le plus de frontières possible et plutôt que d'en rajouter, et profondément égalitaire en matière de répartition de la richesse et de protection de l'environnement. L'environnement étant une richesse collective qui est pillée par le Nord au Sud, qui est pillée au Sud par le Nord. Donc l'altermondialisme pour moi c'est d'abord ça, vouloir un autre système économique et politique sur le monde basé sur la justice, sur des relations de fraternité entre les peuples. Ça exige de sortir du capitalisme et au sein de l'altermondialisme les deux réflexion vraiment novatrice par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, parce que c'est pas nouveau de vouloir un autre système de relations au niveau mondial, un nouvel internationalisme, ça c'est pas nouveau. Ce qui est vraiment nouveau dans l'altermondialisme, à mes yeux, c'est le refus de la violence comme outil de révolution. Ça, c'est une rupture radicale avec
la majorité du mouvement ouvrier, il y a toujours eu des partisans de la non-violence chez les anards, chez les marxistes et dans d'autres courants, mais ils n'étaient pas majoritaires, ils deviennent majoritaires avec l'altermondialisme. La révolution n'est plus au bout du fusil, au contraire on pense que le fusil est le meilleur moyen de confisquer une logique révolutionnaire. Parce qu'on prend goût au fusil quand on a le fusil, c'est tellement plus simple de donner des ordres et de se faire obéir. L'autre grande innovation idéologique de l'altermondialisme, à mes yeux, c'est le refus de la prise de pouvoir. C'est l'analyse que le pouvoir n'est pas centralisé quelque part et par conséquent n'est pas à prendre quelque part, le palais d'hiver, l'Élysée. Il ne s'agit pas d'aller conquérir un lieu central du pouvoir, mais de voir que en nous il y a du pouvoir, il y a des relations partout de pouvoir. Nous reproduisons tous les logiques de pouvoir que pour autant ou pourtant nous dénonçons. Il s'agit donc de rompre avec ces logiques-là qui sont décentralisées dans plein de lieux et aussi en nous-mêmes. Et ça c'est un petit peu la critique analysée par Foucault. Donc l'altermondialisme a une histoire aussi. Et par conséquent, il s'agit plutôt de construire des alternatives dès maintenant, plutôt que de rêver à un hypothétique grand soir qui se traduirait par une prise de pouvoir par les armes à la faveur d'un coup d'État sur le palais d'hiver, la bourse de tel endroit ou un lieu précis. On aura beau prendre l'Élysée, on n'aura pas abattu le capitalisme, on aura beau prendre la Maison Blanche, on n'aura pas arrêté un seul instant le capitalisme. C'est bien plus compliqué que ça, malheureusement, mais ça veut dire aussi que les alternatives concrètes, les libérations temporaires ou durables que nous pouvons créer ici ou là, eh bien, elles sont déjà la révolution en marche. Voilà ce qui, à mon sens, fait l'altermondialisme. Alors, puisqu'on parle donc d'anticapitalisme, est-ce qu'on pourrait savoir à quel modèle, avec un S ou pas, ou avec quel principe vous vous basez pour imaginer une société post-capitaliste ? Alors, moi je suis, là je parle à titre personnel parce que les désobéissants sont un regroupement de gens qui ne pensent pas forcément les mêmes choses, qui globalement dénoncent les mêmes choses, la logique de profit, la logique de domination qui caractérise le capitalisme, mais ne s'entendent pas nécessairement, et ce n'est pas le but d'ailleurs, sur un contre-modèle. On n'est pas là pour discuter des heures de quelle société on veut à la place, on est là pour concrètement se battre ensemble, faire de notre diversité et de nos divergences une force, pour arrêter le rouleau compresseur qui fonce vers nous et qui détruit tout sur son passage. Il faut d'abord sauver notre peau et notre monde avec son environnement et ses relations humaines le plus vite possible, le plus tôt possible, et ensuite, à partir de ce qu'on aura sauvé, construire ensemble un modèle qui ne sera pas de toute façon conforme aux rêves que nous pouvons écrire sur le papier. Donc moi je peux vous parler de mes rêves, mais je ne crois pas aux prophètes et je ne suis pas plus prophète que Marx, Bakounine ou je ne sais qui. Je m'inscris aujourd'hui dans un courant qu'on appelle globalement l'altermondialisme. En son sein, j'adhère assez fortement à ce qu'on appelle la décroissance, mais la décroissance est aussi un concept vague qui n'a pas réponse à tout et n'a pas prétention à répondre à tout. Parce que, encore une fois, le réel sera bien différent et à construire ensemble avec notre diversité. Donc c'est pas moi qui vais imposer un plan tout fait tout de suite pour dans 50 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas à quelle vitesse le capitalisme s'effondrera, ça dépend de nous et ça dépend des marchés financiers, ça dépend de ces logiques internes qu'on appelle des contradictions, des logiques d'effondrement, mais je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas quand ça se produira ni comment, mais je sais que ça se produira, ou j'ai de fortes présomptions que ça se produira, et ensuite il faudra gérer. Je suis favorable à une répartition égalitaire des ressources et des richesses. Je suis partisan d'un mode de décision, un mode de gouvernance le plus délocalisé possible, le plus horizontal possible, le plus proche des gens possible. Donc en gros ce qu'on appelle l'autogestion. La décroissance appelle la simplicité, la sobriété, c'est-à-dire la préférence pour les richesses immatérielles plutôt que pour les richesses matérielles. Ça, c'était déjà ébauché dans Marx, chez les anards, et donc et évidemment dans le courant écolo depuis très longtemps. Donc, je m'inscris là-dedans. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux en dire à ce stade. D'accord. Alors, vous avez travaillé pour Greenpeace. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de la campagne que vous y avez menée ?
À Greenpeace, j'avais pour charge de relancer en France une campagne internationale qui se relançait aussi au niveau international et qui était la campagne historique de Greenpeace, la campagne fondatrice de Greenpeace, celle contre les armes nucléaires. En 71, Greenpeace se forme autour de la lutte contre les essais nucléaires américains, puis assez vite français, puis russes, puis s'élargit ensuite sur des questions écologiques. En 2005, cette campagne qui s'était arrêtée pour des bonnes raisons, puisque des victoires réelles avaient été obtenues, y compris par Greenpeace, au niveau international en matière de désarmement. Il faut dire que dans les années 90, on désarme véritablement. Il y a une diminution nette du nombre de bombes nucléaires, de capacités nucléaires. C'est la fin de la guerre froide. Il y a plein d'explications à cela. Du coup, Greenpeace s'oriente plutôt vers d'autres combats. Mais en 2005, malheureusement, la logique nucléaire militaire se relance. Greenpeace, du coup, décide de se réintéresser à cette campagne. J'ai la chance d'être choisi pour la relancer en France. Je m'attelle à deux choix stratégiques. Le premier qui est d'identifier un élément symbole de la relance de l'arme nucléaire en France, c'est le M51, c'est-à-dire une nouvelle génération de missiles nucléaires dont la France se dote à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle en est aux phases de tir, d'essai, phase expérimentale. Et en parallèle, je m'attelle à former une coalition la plus large possible pour que Greenpeace ne soit pas seul à combattre et qu'on ait donc des chances de gagner quelque chose sur ce combat-là. Je forme donc ce qu'on appelle le collectif non au missile M51 qui du coup fait du M51 le symbole de la relance de l'arme nucléaire en France et dans le monde, puisque la France est un des acteurs parmi d'autres de cette relance. L'idée étant de dénoncer fondamentalement une évolution extrêmement inquiétante de notre doctrine militaire. La doctrine militaire, c'est au nom de quoi ou dans quelles circonstances pourrions-nous utiliser l'arme nucléaire? Jusque-là, la logique était de dire l'arme nucléaire est faite pour ne pas être utilisée, c'est-à-dire que c'est une arme qu'on dit de non-emploi, une arme faite pour dissuader l'apocalypse. En gros, si on nous détruit, scénario apocalyptique, nous serons encore en mesure de détruire l'autre et donc de généraliser l'apocalypse. Le but étant que l'on dissuade la première frappe, que l'on dissuade une attaque contre nous. Et bien sûr, en aucun cas, nous ne déciderions d'utiliser cette arme. J'avais déjà des doutes sur cette logique-là. Mais en 2005, ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que cette doctrine-là évolue, c'est-à-dire qu'elle reste vraie pour une partie de nos armes nucléaires, mais elle évolue aussi dans la mesure où nous faisons évoluer la recherche en matière de nouvelles armes nucléaires vers l'idée que l'arme nucléaire pourrait aussi servir sur des théâtres d'opération, sur des guerres contre des adversaires qui n'auraient pas l'arme nucléaire. Donc on n'est plus dans une logique de se défendre contre quelqu'un, l'URSS en gros, et pour cause elle a disparu, qui voudrait nous détruire totalement, mais on est dans une logique où, tout en gardant cette logique apocalyptique de non-emploi, de fait on n'est plus en danger puisqu'aucune puissance nucléaire ne cherche à nous détruire, mais par contre nous on aimerait bien pouvoir utiliser l'arme nucléaire contre des puissances non dotées de l'arme nucléaire, mais dotées par exemple de ressources pétrolières qui nous intéressent, genre l'Iran. L'Iran, c'est sûr que vu sa puissance industrielle, s'il s'agit de l'envahir avec des armes conventionnelles, ça risque de faire un conflit extrêmement long, extrêmement durable, ce qui veut dire s'embourber, comme en Irak, comme en Afghanistan. Et donc, si on pouvait disposer d'armes nucléaires moins puissantes, parce que si elles sont aussi puissantes que celles qu'on a aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Personne ne pourrait, aucun dirigeant occidental ne pourrait expliquer à son opinion publique que l'Iran est tellement menaçante que ça justifie l'apocalypse au Moyen-Orient. Non. Par contre, on peut quand même dire que l'Iran est tellement méchante que des frappes nucléaires ciblées sur quelques points stratégiques et qui feraient non pas 150 000 morts comme les plus petites de nos armes nucléaires actuelles, ça c'est le scénario Hiroshima-Nagasaki, c'était les premières bombes nucléaires de l'humanité, elles étaient toutes faibles. Mais faible, ça fait 150 000 morts, 200 000 morts même à L2. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire 20 000 morts par frappe. 20 000 morts par frappe, c'est très peu
pour une arme nucléaire, mais c'est énorme par rapport à une arme conventionnelle. Une arme conventionnelle aujourd'hui peut faire grand maximum 1000 morts si vous tirez en plein centre-ville la bombe la plus puissante, la bombe chimique la plus puissante. Mais si vous arriviez à faire des armes nucléaires de faible puissance, alors vous pourriez détruire des villes ou des quartiers entiers et du coup prendre possession d'un pays sans avoir à déployer une armée et à faire de la guerre pendant des années. C'est cette évolution-là que Jacques Chirac officialise en 2006 dans un discours prononcé à l'île Longue, la base nucléaire militaire en face de Brest où il y a 80% de nos armes nucléaires. Et c'est surtout la doctrine George Bush de frappe préventive. C'est-à-dire qu'on est capable on doit être capable, on doit se donner la capacité de frapper des peuples, parce que les victimes des armes nucléaires sont toujours des peuples, préventivement pour ne pas avoir à déployer des soldats avant la victoire. Parce qu'évidemment, à un moment, il faut quand même les envoyer les soldats, mais une fois que l'adversaire était écrasé. Le problème de l'Afghanistan et de l'Irak, c'est que l'adversaire n'est jamais complètement écrasé. Donc les soldats qu'on envoie, ils se battent et ils meurent. Avec l'arme nucléaire, vous envoyez une vingtaine, ça c'était le scénario George Bush, une vingtaine d'armes nucléaires sur 20 centres stratégiques, et l'Iran est à terre, le peuple est écrasé, et donc après on est les maîtres. Ce scénario affreux de banalisation de l'arme nucléaire est conditionné par notre capacité à en réduire la puissance, pour la rendre acceptable. 20 000 morts, c'est potentiellement acceptable d'une opinion publique, c'est le pari que faisaient nos dirigeants. 150 000 morts, ça n'est pas acceptable. Et le M51, comme des recherches autour du laser mégajoule près de Bordeaux, tendent à réduire la puissance de l'arme nucléaire française, et il y a l'équivalent aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et les 3 pays collaborent pour inventer cette nouvelle génération d'armes nucléaires. Donc c'était ça que j'avais pour mission de contrer avec Greenpeace, et je m'y suis attelé en formant une coalition assez large, alors qui n'a pas été aussi large que je le rêvais, parce que peu d'acteurs avaient envie de s'engager sur ce combat, mais on a quand même eu Attac, on a quand même eu le mouvement de la paix, c'est-à-dire en gros le Parti communiste, et puis quelques autres. J'avais envie évidemment d'utiliser les méthodes de Greenpeace, c'est-à-dire la désobéissance civile, et d'empêcher concrètement la réalisation des essais expérimentaux du M51, puisque si les essais foirent, la production industrielle du M51 ne peut pas avoir lieu. Et donc nos sous-marins ne peuvent pas être dotés de cette nouvelle génération de missiles. Les essais expérimentaux devaient se dérouler au centre d'essai de lancement de missiles de Biscarrosse dans les Landes, un immense terrain un peu comparable à Kourou en Guyane, mais pour les missiles nucléaires et les missiles spatiaux. Et il se trouve que pendant toute ma période Greenpeace, donc mes 18 mois, les tirs n'ont pas encore lieu, mais on attend d'avoir la date. Et du coup, il s'agit plutôt de mobiliser. Je vais organiser des campagnes de sensibilisation massives, et puis un festival qui va s'appeler le Festival de la Paix, le Peace and Land, avec un jeu de mots sur les Landes, où a lieu le festival, qui va s'organiser juste à côté du centre d'essai de lancement de missiles de Biscarrosse, et qui va attirer 20 000 personnes avec 3 jours de concert autour de la lutte contre le M51. Et ce festival sert surtout à la fois à attirer l'attention des médias, à faire savoir qu'il y a une campagne, qu'il y a des essais qui se préparent, même si on n'en connaît pas encore la date, etc. Mais surtout va servir de couverture à la première action de désobéissance civile de ce type en France, qui va consister à organiser ce qu'on appelle une inspection citoyenne, c'est-à-dire envoyer 40 activistes sur le centre d'essai de lancement de missiles pour aller faire le repérage et perturber la préparation du premier tir d'essai. On ne sait pas quand il va avoir lieu, mais on sait que c'est quelques semaines plus tard. Et donc il y a déjà un pas de tir, il y a déjà des installations qui s'organisent. J'envoie 40 militants européens. Je choisis de les recruter en Europe parce qu'on ne sait pas quel va être le niveau de répression en face, et que les Européens, les non-français, sont toujours, les étrangers en fait, comme dans tous les pays européens, sont toujours moins frappés par la justice quand ils agissent dans un autre pays. Donc l'idée, c'est de tester la justice, d'organiser la première inspection citoyenne en France, et d'aller voir bien sûr concrètement ce qui se passe sur ce terrain militaire interdit bien sûr aux journalistes et au public. Et
de se servir du festival comme couverture en disant les 40 militants ils vont se faire arrêter, leur action elle est illégale, ils vont rentrer sur le terrain et à un moment par petits groupes ils vont se répandre dans tout le terrain à la recherche d'informations et puis les uns après les autres ils vont se faire attraper. Ils vont donc être mis en garde à vue et risquent la comparution immédiate, le tout. Et bien sûr, moi, organisateur de ce festival au nom de Greenpeace, sur la scène, entre chaque concert, je vais informer la foule, donc 20 000 participants, du déroulement d'une action de ce type. Les gens, évidemment, ne savent pas qu'il va y avoir cette action. Et ensuite, je vais leur dire, est-ce que vous êtes d'accord pour venir devant le commissariat libérer les copains si la police ne les libère pas ? Et le scénario va marcher très bien, puisque les 40 militants vont rattraper les uns après les autres, ils vont être placés en garde à vue, et moi je vais être tenu au courant par les copains qui coordonnent l'action, je vais en avertir la foule va être OK pour aller libérer les copains, et du coup la police va libérer les mecs et les filles assez vite, et et ces copains-là vont être expulsés, il n'y aura donc pas de sanction juridique, et du coup ça me permettra ensuite d'organiser la première inspection citoyenne faite avec des militants français, qui va avoir lieu un petit peu après, quand nous aurons la date du premier tir d'essai. Mais à ce moment-là, ce ne sera plus Greenpeace, puisque la campagne, entre-temps, s'arrête avec Greenpeace. Ok, merci. Alors, donc, vous avez pris position en tant que militant écologiste sur plusieurs sujets, que ce soit avant ou après avoir créé les désobéissants. Alors, si en grande ligne ou alors en principale source ou référence, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit vos positions, que ce soit par exemple sur le nucléaire militaire ou les OGM ou le nucléaire civil aussi, en citant vraiment des sources principales que vous pourriez par exemple recommander à nos spectateurs, nos nets spectateurs, j'ai envie de dire. Alors, la question est un peu large pour y répondre comme ça, parce que j'ai été amené à prendre des positions publiques ou privées sur plein de sujets, et à chaque fois il m'a fallu nourrir mes analyses de documents, de rencontres, de réflexions, et je ne peux évidemment pas faire une liste à l'après-vert de sources sur tous les domaines. Donc fondamentalement j'ai une grille d'analyse qu'on dirait de gauche, mais la gauche historique, c'est-à-dire la gauche anticapitaliste, le mouvement ouvrier, qui est aujourd'hui l'altermondialisme, et qui pendant très longtemps a malheureusement été productiviste, mais pour des raisons historiques, etc., et qui aujourd'hui est fondamentalement écologiste. Donc s'est aperçu que le capitalisme ne faisait pas que détruire les humains, mais aussi la planète, et que si on sauve les humains sans la planète, ou si on sauve la planète sans les humains, on est très mal tous. Donc il faut sauver les deux, et ça tombe bien, l'ennemi est le même. Donc c'est plus facile pour favoriser les alliances entre mouvance écolo et mouvance sociale. Donc vous dire comment j'ai construit mon analyse, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est le marxisme, puis les théories anarchistes, et puis la découverte de l'écologie un peu plus tardive, et puis l'altermondialisme, et puis voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est si par exemple vous voulez intéresser nos spectateurs à se documenter sur des questions qu'ils pourraient ignorer, par exemple comme les OGM ou le nucléaire civil, les sources qui vous sembleraient les plus pertinentes, ou les intervenants, les lanceurs d'alerte, les analystes. Bon, alors, encore une fois, si je dois parler du nucléaire civil, du nucléaire militaire, des OGM et pourquoi pas des autres sujets, ça va être très long. Donc je vais faire un plaidoyer pro domo et une publicité. Je vais inviter les auditeurs et spectateurs que ça intéresserait à se reporter à la collection des désobéir que les désobéissants publient et que j'ai l'honneur et la joie de diriger, cette collection de petits livres, parce qu'eux-mêmes sont des synthèses de documents, d'analyses et d'ouvrages de recherche bien plus larges. Donc il y a Désobéir au nucléaire, par exemple, qui donne et les grands arguments et les principales sources sur le nucléaire civil comme sur le nucléaire militaire. La distinction d'ailleurs est très largement fictive. Sur les OGM, nous n'avons pas encore un désobéir sur l'environnement et aux biotechnologies, mais ça viendra. Sur les OGM, je peux renvoyer au site internet Info OGM. Sur Monde Solidaire, le site des faucheurs volontaires. Sur les lanceurs d'alerte, alors il y a Christian Vélo, il y a qui d'autre, je vais en oublier, donc c'est un peu injuste. Mon ancien collègue à Greenpeace aussi,
Arnaud Apothécaire est l'auteur d'un ouvrage, est un scientifique lui-même, est un grand militant contre les OGM et a commis un livre qui doit s'appeler du poisson dans les fraises ou du poisson dans les fraises, je pense que ça s'appelle comme ça, et qui résume bien ce titre, la logique des OGM, qui consiste à franchir la barrière des espèces. Donc on va mettre un gène de poisson, des poissons d'eau profonde qui résistent au froid, notamment au gel, pour le mettre dans les tomates afin qu'elles ne gèlent pas l'hiver. Sauf que ça va ensuite se retrouver dans l'abeille, dans la mouche, et puis du coup qui vont butiner d'autres plantes, et puis tout ça va se marier avec la chaîne alimentaire, et on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on sait que c'est dangereux parce que ça va standardiser le vivant, qui par ailleurs va du coup être breveté, donc possédé par des multinationales qui auront encore plus qu'aujourd'hui la clé de la faim dans le monde, la maîtrise de la faim dans le monde. On aura donc le brevetage du vivant et la standardisation du vivant, donc l'incapacité des plantes à résister aux attaques de virus, de bactéries, de maladies qui sont normales, mais et que jusque-là la biodiversité gère. Quand on a le mildiou sur les patates, un tiers des patates vont mourir, mais grâce à la biodiversité qui fait qu'aucune patate n'est semblable à sa voisine, on aura quand même 2 tiers des patates qui vont survivre. Si on a une patate OGM, elles vont soit toutes survivre, soit toutes mourir. Et si elles meurent toutes, eh bien nous mourrons aussi puisque nous n'avons plus rien à manger. Voilà 2 exemples de sources sur beaucoup de questions. Les 12 titres de la collection Désobéir aux passagers clandestins vous donneront la biographie élémentaire, les sources principales, déjà pour une bonne approche de ces sujets. Alors pour en venir aux désobéissants, donc, pouvez-vous nous présenter le collectif des désobéissants? Quelle différence avec votre engagement passé dans Greenpeace? Alors, le collectif des désobéissants est d'abord un instrument, plus encore qu'un collectif. On aimerait bien qu'il soit un collectif, il est en voie de devenir un collectif, mais c'est d'abord un instrument au service des luttes. Un instrument qui se traduit par 2 vocations. La première qui est de former à la désobéissance civile, un outil parmi d'autres de résistance. Il ne s'agit pas de gommer les autres outils de résistance, mais d'ajouter un outil qui nous semble pertinent, qui nous semble efficace et qui nous semble manquer trop souvent aux luttes. Donc, nous organisons des stages de formation à la désobéissance civile, mais aussi à d'autres techniques comme le clown activisme, le théâtre de résistance, le vidéo activisme, la grimpe militante, etc., pour renforcer les luttes sur le terrain et inciter les gens à désobéir et pas seulement à pétitionner ou à manifester, ce qui est utile mais largement insuffisant. Et la deuxième vocation de notre instrument des désobéissants, c'est d'accompagner sur le terrain, dans les luttes, les acteurs de ces luttes. Donc régulièrement, nous sommes appelés à l'aide par des collectifs d'habitants, de militants, de gens solidaires d'une cause ou une autre, qui nous semblent mériter notre appui et que nous allons aider à élaborer des stratégies gagnantes et ensuite à les mettre en place avec bien souvent de la désobéissance civile en leur sein. Donc cet instrument-là qui regroupe aujourd'hui à peu près 9000 personnes en France et quelques centaines à l'étranger, qui nous a vu former des activistes dans pas mal de pays européens et de plus en plus au-delà de l'Europe, Liban, Québec, bientôt l'Afrique et peut-être le Brésil. C'est doté aussi de cette collection de petits livres, comporte des formateurs permanents. Voilà un peu notre collectif. Sa logique par rapport à mes engagements précédents, c'est l'idée que Greenpeace m'a convaincu que l'on pouvait être efficace quand l'on avait à son service une machine de guerre non violente comme l'était Greenpeace, c'est-à-dire à la fois des militants professionnels qui dédient leur vie au changement, des militants bénévoles qui sont rigoureux, qui sont compétents et qui vont dédier une grande partie de leur temps à la lutte, au changement, des ressources financières importantes, une réputation difficilement attaquable de rigueur, d'expertise, parce qu'on arrête de raconter n'importe quoi, on source nos propos, on est donc dans une autodiscipline qui nous rend efficaces. Et donc j'ai voulu prolonger ce qu'était Greenpeace
en corrigeant quelques-uns des défauts, tout simplement en essayant de créer un Greenpeace altermondialiste, ce que n'est pas Greenpeace, anticapitaliste, ce que n'est pas Greenpeace, et donc amené à lutter non seulement sur le terrain écologiste et écologique, mais aussi sur le terrain social et international. Greenpeace a choisi de se concentrer sur des causes internationales environnementales. Donc Greenpeace ne fait pas de l'action locale environnementale et ne fait pas de l'action internationale ou locale sur les domaines, sur les questions sociales, de genre ou je ne sais quoi, ou d'animaux ou de je ne sais quoi. Nous avons décidé d'être d'abord un outil contre toutes les formes d'injustice, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient de genre, qu'elles soient sur la cruauté envers les animaux, qu'elles soient sur les Tibétains, les Syriens, les Palestiniens, les Africains, les ceci, les cela, peu importe, là où il y a de l'injustice, qu'elle touche 3 personnes dans une PME ou qu'elle touche un peuple entier génocidé comme au Rwanda, si nous pouvons faire quelque chose, si les gens font appel à nous, alors nous essayons de les aider en mettant à leur disposition cet outil, c'est-à-dire 9000 personnes potentiellement, ce ne sont pas des petits soldats, un fichier presse d'1 millier de journalistes, une méthode, une rigueur, une expertise, un peu d'argent. Nous essayons de créer une caisse. Elle est pour l'instant très modeste, elle est appelée à se développer. Une littérature, une mémoire des savoir-faire militants au travers nos petits bouquins. Et voilà. Alors, donc, vous venez de le dire, vous organisez des stages, des débats et des rencontres, entre autres autour du militantisme. Alors, est-ce que... pourquoi déjà ce choix, pardon Est-ce parce que vous pensez que la France a du retard de ce point de vue-là? Et ce retard, est-ce qu'il pourrait provenir d'une carence dans l'éducation ou tout simplement d'un problème de mentalité, pardon? Alors, étrange question. Nous sommes pour l'instant uniques. C'était pas notre choix, mais il n'existe nulle part ailleurs dans le monde un réseau semblable à celui des désobéissants. Il existe des choses qui s'approchent de cela. Aux États-Unis, The Ruckus Society forme les activistes, mais n'accompagne pas les luttes et n'organise pas comme nous un vivier d'activistes. Dans d'autres pays comme en Belgique, il y a des mouvements engagés sur telle ou telle campagne, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui forment leurs militants sur leur cause à la désobéissance civile, mais il n'y a pas les désobéissants, l'équivalent des désobéissants, qui forment tout le monde, dès lors que les gens sont en lutte contre l'injustice, et sur toutes les causes, et accompagnent sur le terrain les luttes sur toutes les causes. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de retard, il y a au contraire peut-être quelque chose qui est en avance et qui commence à intéresser d'autres pays. Bon, c'est le hasard qui a fait que c'est né ici plutôt qu'ailleurs, peu importe. Après, sur la logique de l'utilisation ou du recours à la désobéissance civile et peut-être à des formes plus rigoureuses de méthodes d'action, là il y a peut-être un retard du sud de l'Europe et du milieu de l'Europe par rapport à la logique anglo-saxonne. C'est pas un hasard si Greenpeace est né aussi dans les milieux anglo-saxons. Clairement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans quelques autres pays, il y a quelques longueurs d'avance sur la capacité qu'ont eu les militants ou certains réseaux militants, écolos, antifascistes et autres, à être vraiment rigoureux, donc à s'organiser en amont, à pas seulement être dans la spontanéité. Il y a peut-être un peu trop de préférence pour la spontanéité en France et dans quelques autres pays européens. Nous sommes dans l'organisation, donc la stratégie, la réflexion stratégique, mettre de l'argent de côté, avoir une vraie méthode d'action, former les gens avant de partir au combat et en accompagnement du combat. Et non pas dans allez on y va, on fonce et puis tête baissée et puis on réfléchit ensuite. Et ça veut dire éventuellement se réapproprier certaines méthodes de l'entreprise ou de l'armée, la logique de campagne, la logique stratégique, la logique de rôle, la logique de planification. Il n'y a pas de raison de laisser ça au capital. Je voudrais vous poser une ultime question, donc peut-être avant-dernière. Qu'est-ce qui démarque les désobéissants
des autres façons de faire de la politique, et est-ce que pour vous pensez que les obéissants, ça pourrait devenir vraiment la nouvelle façon de faire de la politique, ou est-ce que ça serait juste, en quelque sorte, une des manières de faire de l'opposition? Pour compléter ma question, je dirais, est-ce que vous pensez que désormais, on pourrait avoir une majorité de gens qui s'engagent dans des mouvements d'action, j'allais dire direct, ça risquerait de faire un mauvais jeu de mots, mais dans des mouvements comme le vôtre, d'agir comme ça, plutôt que d'aller par les partis politiques traditionnels, de se mobiliser principalement lors des élections, ou est-ce que vous attendez encore une autre voie, une tierce solution? Alors, de toute évidence, un certain nombre de gens ne se reconnaissant plus dans d'autres modes de qu'ils soient de partis politiques, de syndicats ou d'ONG ou de groupuscules quelconques, se retrouvent chez les désobéissants. On a sur nos stages, en moyenne, il y en a donc à peu près un par semaine, et il y a 20, 25, 30 personnes à chaque fois, sur 2 jours. Il y a à chaque fois entre 1/3 et 2/3 de participants qui n'ont jamais eu d'engagement ailleurs et qui expriment le besoin de l'action directe. Effectivement, la nôtre est non violente, mais c'est bien de l'action directe. C'est nous qui agissons directement sur le problème et en cherchant un effet direct, un impact direct sur notre adversaire. Donc, il s'agit bien d'action directe au sens noble du terme. Simplement, nous l'avons choisi non violente, quand d'autres groupes, comme le fameux Action Directe, l'avaient choisi violente. Il y a de toute évidence un sens de l'urgence et un désir d'action dans une partie de la population en France et ailleurs. Et donc ces gens-là se retrouvent davantage dans le type d'organisation que nous proposons que dans d'autres. Maintenant, je crois qu'il y aura complémentarité entre plein de modes d'action. Dans la décroissance, vous avez des gens qui choisissent l'alternative de la construire tout de suite, faire des AMAP, sortir du marché, arrêter d'aller travailler sur le marché de l'emploi, créer des circuits courts, d'échange, de partage de troc, de systèmes d'échange libre, etc. Tout ça, c'est des embryons de sociétés alternatives qui seront très utiles demain, qui ne suffisent pas à eux seuls à changer la société, mais qui inspirent nos luttes, inspireront la société de demain et montrent que celle-ci est possible. Créer d'ores et déjà des espaces libérés du capitalisme. Parfois c'est temporaire, parfois c'est durable. C'est aussi intéressant que l'action directe. Nous avons besoin des deux. Il faut des gens sur la barricade pour créer le rapport de force. Il faut des gens en parallèle pour montrer qu'une autre voie est possible et accessoirement nourrir les premiers. Je pense au LKP en Guadeloupe qui a réussi à bloquer la Guadeloupe et à gagner des victoires assez fortes contre le patronat. Quand ils ont bloqué l'économie et multiplié les actions directes, assez vite, ils n'ont plus eu à bouffer. Et donc, c'était intéressant que des gens réapprennent à cultiver ce qu'ils appellent le jardin créole. Ils ont retrouvé les pratiques antérieures avant que la Guadeloupe soit dépendante à 80% de l'importation via les supermarchés. Ils ont réinventé ces formes-là d'agriculture respectueuse de l'environnement, artisanale, etc., pour nourrir les manifestants et les activistes. Donc cette complémentarité, elle est indispensable. On l'avait eu au moment du Larzac et au moment de la lutte contre Plogoff, quand les paysans de Bernard Lambert, les paysans travailleurs, nourrissaient les gauchistes, les Mao, les Anards et nourrissaient les antinucléaires de Plogoff. Cette complémentarité, elle est indispensable. Les partis politiques, moi je ne crois pas à la forme parti parce que je vois bien comment le modèle pyramidal favorise l'oligarchie, la bureaucratie, la loi du chef, la loi d'airain de l'oligarchie, comme disait Roberto Michels. Mais en tout cas, on ne peut pour l'instant pas s'en passer parce que le système capitaliste et son modèle républicain, démocrate, bourgeois en Occident nous impose la case élection et que moi j'ai choisi de ne pas laisser cet outil biaisé, faussé qu'est l'élection aux autres. C'est-à-dire que je préfère que nous fassions quelques pourcents, que nous ayons ici ou là quelques conseillers municipaux, par exception un député moins pourri que les autres, des micro-présences et donc des micro-contre-pouvoirs ici ou là, tout en dénonçant par ailleurs le système électoral tel qu'il est, parce qu'il est profondément injuste et conservateur. Mais les modestes espaces que le capitalisme nous laisse, j'ai décidé de les utiliser. C'est la même logique face aux médias. TF1 est un média dominant au service des dominants, mais il y a des marges. Parce que des journalistes se battent en interne, parce que TF1 ne peut pas être que la voix de son maître, sinon plus personne ne le regarderait. Donc quand il y a 30 secondes sur un 20h
laisser un contre-discours, je suis pour les prendre, ces 30 secondes, parce que je fais le pari que le spectateur n'est pas complètement abruti. Et que même si, au quotidien, on lui lave le cerveau avec la fabrication du consentement, comme disait Chomsky, les petits interstices de vérité qui se glissent dans ces grands médias-là, comme les petits interstices qui se glissent dans le capitalisme à travers les AMAP, les résistances micro-locales, elles me semblent précieuses parce qu'elles préfigurent la société de demain, permettent de l'organiser, permettent de se connaître, permettent de créer du lien et permettent à l'action directe non violente de se développer. Eh bien, merci beaucoup Xavier Renoux pour votre témoignage et votre action.